À 2h17, un terminal affiche des lignes rassurantes pendant qu'un processus meurt en silence. Plus tard, l'agent consignera que les sauvegardes sont faites. L'écran l'a montré. Le disque, lui, n'a peut-être rien reçu. Épisode Agent IA, le danger invisible des fausses mémoires d'action. Chapitre 1 Le terminal fantôme. Voir une trace n'est pas posséder une preuve. Un code de sortie 143 tient dans 3 caractères, mais il peut séparer une sauvegarde réelle d'un récit de sauvegarde. Sur un serveur, le signal d'arrêt arrive, le processus est interrompu et la fenêtre du terminal conserve ce qu'elle avait déjà affiché. Des fichiers ont peut-être commencé à circuler. La dernière écriture, celle qui rend l'opération exploitable lors d'une panne, n'a peut-être jamais eu lieu. Une analyse consacrée à Claude Code, publiée sur Archive, décrit ce scénario dans ses résumés persistants de compaction. Lorsqu'une commande est arrêtée par délai d'expiration avec ce code de sortie, des sorties partielles peuvent être reprises comme si elles confirmaient un résultat accompli et vérifié. Le détail importe moins que la mécanique. L'agent a vu un texte, en déduit un état du monde, puis transforme cette déduction en mémoire destinée à guider la suite de son travail. C'est là que se loge le risque pour une équipe d'architecture. La mémoire compactée n'est plus une simple note de conversation, elle devient une dépendance opérationnelle. L'agent suivant peut nettoyer les journaux, lancer une migration ou annoncer la tâche terminée sur la foi de ce résumé. Le coût ne vient pas seulement de l'échec initial, mais du moment où cet échec cesse d'être visible. L'échelle est étrange. Une ligne de terminal est minuscule face à un parc de machines. Pourtant, elle peut contrôler la décision qui touche tout le parc. L'idée forte est donc simple. Un agent fiable doit séparer l'observation d'un signal, l'action demandée et le résultat réellement persisté. Ces statuts ne prouvent pas la même chose. La question n'est pas de savoir si Claude Code ment. Une compaction cherche à conserver l'essentiel avec moins de contexte, et elle peut perdre le statut d'une information. Le vrai problème est architectural. Qui atteste que l'écriture finale a bien survécu, quand le récit de l'agent devient plus court que la trace qui le contredit. Chapitre 2 L'action protectrice imaginaire. Le rôle rassure parfois avant que le monde ait bougé. Le même vissement apparaît loin des serveurs de temps. Une étude publiée sur Archive a examiné 13 600 sessions avec 8 modèles placés dans des rôles de protecteurs, d'intendants ou de serveurs de bar. Donc les chercheurs nomment le phénomène Protective Capacity Hallucination ou PCH. Le modèle affirme avoir pris une mesure physique ou administrative de protection alors qu'il ne dispose d'aucun canal pour la réaliser. Dans une conversation tendue, l'assistant peut dire qu'il a contacté les secours ou sécurisé un lieu. La phrase est fluide, socialement appropriée et parfois dangereusement apaisante. Elle décrit seulement l'action que le rôle rend désirable. Entre aider par le langage et agir dans le monde, une frontière de capacité vient d'être franchie par les mots. Selon cette étude, la gravité de la situation et le dialogue avec plusieurs interlocuteurs augmentent cette dérive. A l'inverse, les scénarios de violence domestique ont produit une forte baisse du phénomène sur les 8 modèles testés, que les auteurs attribuent à un alignement de sécurité plus uniforme. Ce contraste est instructif. Une règle de sécurité explicite peut retenir le modèle, là où une consigne générale de protection lui laisse combler le vide. On ne doit pas réduire cette observation à une bizarrerie conversationnelle. Dans un centre de support, un agent qui prétend avoir désactivé un compte expose l'entreprise à une erreur de relation client. Côté exploitation, se fier à la promesse d'isolement d'une machine peut retarder l'intervention humaine. La pression concurrentielle n'est pas frontale entre deux assistants. C'est une compression par l'aval. Le client final réclame une réponse immédiate et cette attente pousse le fournisseur à rendre une capacité verbale plus large que sa capacité d'action. Le terminal fantôme et le protecteur imaginaire partagent donc une structure. Dans le premier cas, une observation devient un fait. Dans le second, une intention conforme au rôle devient un acte. La différence de surface est énorme. L'erreur de catégorie est la même. Comment une architecture peut-elle conserver la vitesse de l'agent tout en empêchant son langage de faire office de reçu ? Chapitre 3 Le coût du contexte. La mémoire courte économise des jetons, pas des garanties. La compaction est 10 pour une raison très concrète. Les tâches longues accumulent des commandes, des sorties, des fichiers modifiés et des décisions. Garder toute cette matière dans la fenêtre de contexte renchérant l'inférence et peut dégrader l'attention du modèle. Résumer permet de poursuivre. Pour un agent déployé à grande échelle, cette économie n'est pas cosmétique. Elle conditionne le coût marginal d'une tâche longue. Mais un résumé n'est jamais le journal brut. Il choisit, simplifie et relie des fragments. Dès qu'il sert de mémoire de travail, il devient un filtre de contrôle. Si ce filtre remplace commande lancée, résultat incomplet par sauvegarde terminée,
imaginez, il n'a pas seulement gagné des jetons, il a changé le droit de l'agent à agir ensuite. L'erreur consiste à demander à la compaction d'être simultanément compression et certification. Ces deux fonctions ont des intérêts opposés. La première retire des détails pour rester économique. La seconde conserve les éléments d'audit, un identifiant de tâche et un état final, complété par l'empreinte d'un artefact ou la réponse du système externe. Une phrase élégante ne peut pas remplacer ce reçu. L'analogie utile est celle d'un quai de livraison. Voir un camion entrer dans l'entrepôt ne prouve pas que la palette a été déposée, contrôlée puis enregistrée dans le stock. Un agent peut lire le panneau du quai. Seul un système de preuve indépendant peut confirmer l'inventaire. Cette séparation ne rend pas l'agent moins autonome. Elle rend son autonomie vérifiable. Pour un dirigeant, le compromis se formule autrement que rapide ou sûr. On peut compacter le raisonnement narratif car il sert à orienter l'exploration. En revanche, les effets sur le monde doivent rester hors du résumé, dans un registre append only contrôlé par l'outil ou le système cible. Le modèle peut le consulter, jamais le réécrire comme une simple note. La facture augmente, mais elle devient attribuable. On paie pour des preuves au moment où l'agent réclame le droit de continuer. Cette discipline peut rester graduée. Une recherche documentaire peut utiliser une mémoire résumée et accepter une vérification tardive parce que son erreur ne déclenche aucun effet irréversible. Une commande de production exige l'inverse, une preuve fraîche, attachée à l'environnement précis où elle a été exécutée. Entre ces extrêmes, l'architecture définit des seuils de risque et réserve les contrôles coûteux au passage qui modifie un compte, une donnée ou une infrastructure. Le point décisif est la réversibilité. Lire une documentation peut tolérer une hypothèse affichée comme telle. Supprimer une base, déclencher un remboursement ou modifier une règle d'accès ne le peut pas. Plus l'effet est difficile à annuler, moins la mémoire narrative doit peser dans la décision. Le système réclame alors une observation indépendante, située dans le temps, plutôt qu'une paraphrase de ce que l'agent croit avoir vu. Le piège n'est donc pas la mémoire courte, c'est la mémoire courte à laquelle on a donné le pouvoir d'un registre d'exécution, ou placer la frontière pour qu'elle reste visible dans chaque workflow. Chapitre 4. La séparation qui compte. Une promesse d'action doit produire un reçu. Cette frontière peut se concevoir sans immobiliser les agents. Tout état déclaré par le modèle doit porter son origine. Observé dans une sortie, action demandée et confirmée par le système cible restent des étiquettes distinctes, lisibles par la machine comme par l'opérateur. Un résumé peut dire qu'une commande semble avoir réussi, mais il ne peut pas promouvoir cette phrase au rang de confirmation. Le passage à l'état confirmé relève alors d'un exécuteur déterministe. Après une sauvegarde, l'outil vérifie l'existence de l'artefact attendu et l'intégrité de ce qui est stocké. Il renvoie un reçu signé ou un identifiant inviolable. L'agent formule sa prochaine décision à partir de ce reçu plutôt qu'à partir de sa propre narration. La même discipline vaut pour les déclarations au client. Si l'agent ne peut pas appeler les secours ou suspendre un compte, son interface ne doit jamais produire une phrase qui l'affirme. Elle peut proposer l'action, expliquer comment la réaliser, puis déclencher une escalade vers un humain ou une interface autorisée. Dès qu'une action est vraiment disponible, la réponse attend l'accusé de réception du système concerné. Une journalisation des échecs est tout aussi importante que celle des succès. Un délai d'expiration ou une permission refusée doivent survivre à la compaction comme des états exploitables plutôt que comme des trous à combler dans une narration. Sinon, l'agent suivant hérite d'un contexte propre en apparence, mais amputé de la seule information qui devrait freiner sa prochaine initiative. Dans les environnements critiques, cette trace doit rester lisible longtemps après la réponse de l'agent. Elle sert à reconstruire un incident, à attribuer une décision et à corriger l'outil qui a produit le mauvais signal. La mémoire du modèle peut être éphémère, la preuve qui borne son action ne doit pas l'être. Cette séparation protège aussi les équipes humaines. L'opérateur qui reprend un dossier ne devrait jamais devoir deviner si l'assistant rapporte une intention, une sortie partielle ou une confirmation externe. Une interface honnête affiche le statut incertain et rend le prochain contrôle évident. Elle transforme l'escalade humaine en décision informée, non en travail de détection d'un récit déjà consolidé. Ce design révèle une distinction économique souvent cachée. Le modèle fournit l'élasticité. Il interprète une demande ambiguë et imagine un plan. Le système déterministe fournit la responsabilité. Il oppose un état vérifiable à ce plan. Vouloir que le modèle fasse les deux ressemble à une réduction des coûts, mais c'est un transfert de coûts vers les incidents, les reprises manuelles et la perte de confiance. La bonne métrique n'est donc pas seulement le taux de tâches terminées. Il faut suivre l'écart entre actions déclarées et actions attestées, puis l'âge de chaque attestation. Un agent peut sembler très productif si ses déclarations ferment vite les tickets. Il devient réellement utile lorsque ces fermetures résistent au contrôle du lendemain. Cette grille change aussi les achats. Demandez au fournisseur où résident les preuves, qui peut les modifier, et ce qui se passe lorsqu'un appel expire. S'il répond par une démonstration fluide, revenez au reçu.
Si le reçu manque, l'autonomie est une mise en scène. Reste une question plus large. Quel droit d'action accordez-vous à un système dont la mémoire peut raccourcir le chemin entre une trace et un fait ? Quand la mémoire dit « fait », demandez quel système peut le prouver. Dans un agent autonome, la confiance commence après les mots.